Bonjour, nous allons nous retrouver pour cette deuxième vidéo sur la dimension des matrices symétriques et antisymétriques. Dans une précédente vidéo, nous avons vu la dimension de S2 de R, c'est-à-dire l'ensemble, la dimension de l'espace vectoriel des matrices symétriques mais de taille 2,2. Et maintenant, nous allons généraliser à Sn de R, c'est-à-dire calculer la dimension de l'espace vectoriel des matrices symétriques, mais cette fois-ci d'ordre n. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, allez la voir en premier. Elle apparaîtra dans les fiches ainsi que dans la description de la vidéo. Et nous, on va se retrouver pour généraliser maintenant le cas à la dimension de Sn de R. Donc Sn de R, on sait, donc c'est l'ensemble des matrices symétriques de Mn de R. Donc ici, on peut prendre... Alors, dans la précédente vidéo, on avait pris Sn de R. Bon, on peut généraliser, prendre ici Sn de K, ou K c'est R ou C, c'est la même chose. On sait que ça, c'est un sous-espace vectoriel de Mn de K. Et donc, comme dans la présente vidéo, la question que l'on va se poser, c'est quelle est la dimension de cet espace vectoriel. On sait que Mn de K est un espace vectoriel de dimension n au carré. La dimension de Mn de K, c'est n au carré. Mais Sn de K, c'est un sous-espace vectoriel de Mn de K, donc on sait juste qu'il est de dimension plus petite qu'n carré, mais ça ne nous donne pas sa dimension. Donc pour faire ça, on va faire un petit peu comme dans la présente vidéo, on va généraliser. Ce sera plus compliqué puisqu'en n lignes, il y a une colonne avec n un nombre indéterminé. Donc on ne peut pas faire comme dans la présente vidéo A, B, B, C avec trois coefficients parce que là, il y en a potentiellement beaucoup plus. Donc on va prendre une matrice quelconque. Alors c'est une matrice symétrique, on peut l'appeler S. Donc comme c'est une matrice, on va se donner ses coefficients. C'est la matrice des coefficients S, I, J. I, c'est l'indice de ligne entre 1 et n, et J c'est l'indice de colonne, et évidemment entre 1 et n. Donc ça, je prends une matrice symétrique. Et mon but, dans un premier temps, ça va être de réussir à décomposer cette matrice comme une combinaison linéaire de matrices symétriques. Alors a priori, je ne sais pas quelle matrice symétrique prendre pour décomposer S, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on sait que toute matrice dans Mn de K se décompose dans la base canonique de Mn de K qu'on connaît, c'est la matrice, c'est la base formée des matrices EIJ, où EIJ c'est la matrice qui contient que des zéros, sauf un 1 à la IM ligne et à la JM colonne. Donc on peut déjà commencer par là, S. On sait qu'elle s'écrit comme une combinaison linéaire des EIJ. Donc I c'est l'indice de ligne, il va pouvoir prendre toutes les valeurs possibles, et J c'est un indice de colonne, il va prendre toutes les codes possibles. Donc on sait que S elle s'écrit comme une combinaison linéaire des EIJ, donc elle s'écrit comme une somme. Alors ici il y a deux indices, parce qu'il y a un indice de ligne et un indice de colonne, donc ça fait une somme double, mais vous pouvez voir ça comme une unique somme, sur tous les couples IJ. Et là il faut mettre un coefficient. Et là il faut se rappeler de ce qu'on avait vu dans le cours. On sait que dans la base canonique, les coefficients qu'on met dans la combinaison linéaire pour décomposer S dans cette base-là, c'est les SIJ. Donc ici, le coefficient qu'il faut mettre ici, c'est SIJ. Là, on pourrait se dire, bah, on a fini, on a pris notre matrice symétrique, on va décomposer comme une combinaison linéaire de matrices. Oui, mais attention, ces matrices-là, a priori, ne sont pas symétriques. Ça, c'est toute la base conique de Mn de K. Bah, par exemple, E1,2, si vous l'écrivez, bah, elle est pas symétrique. Donc là, il va falloir utiliser le fait que S elle soit symétrique. Et qu'est-ce que ça veut dire que S est symétrique? Ça veut dire que SIJ égale SJI. Donc ça, il faut l'exploiter hein, à un moment donné. Euh, il faut exploiter ça. Rappelez-vous qu'il y a deux caractérisations des matrices symétriques. Soit c'est de dire que SIJ égale SJI pour tous les couples IJ, quel que soit IJ entre 1 et n. Donc ça, c'est une des caractérisations. La deuxième, c'est transposer de S égale S. Alors ici, on peut se dire, mais laquelle on va bien pouvoir utiliser? Ici, étant donné qu'on est en train de parler des coefficients, étant donné qu'on a décomposé S comme une combinaison linéaire des EIJ avec SIJ, les coefficients de la matrice, on va plutôt utiliser la première caractérisation plutôt que la deuxième parce que bah, c'est là où il y en a des coefficients. Donc maintenant, il faut se dire comment on peut exploiter le fait qu'on ait SIJ égale SJI. Donc ça veut dire quoi que SIJ égale SJI? Bah, ça veut dire que par exemple SIJ,
ça peut être un coefficient qui est au-dessus de la diagonale, et SJI sera le coefficient qui est en dessous de la diagonale. Si on écrit S égale une matrice symétrique, le coefficient qui est là, donc là sur la diagonale c'est il y a S1, 1, mais si on regarde le coefficient qui est là, S, donc il a la deuxième ligne, première colonne, il est égal au coefficient qui est à la première ligne, deuxième colonne. Donc ces deux coefficients-là sont égaux. S1, 2, première ligne, deuxième colonne, et S2, 1, deuxième ligne, première colonne, et etc. pour tous les autres coefficients. Donc on voit que ce qui se passe au-dessus de la diagonale se passe aussi en dessous de la diagonale avec les mêmes coefficients. Et puis les termes de la diagonale. Donc ça nous pousse en fait à séparer cette matrice en trois zones. Les coefficients de la matrice, en fait, ils forment trois zones. Les termes qui sont sur la diagonale, les termes qui sont en dessous de la diagonale, et les termes qui sont au-dessus de la diagonale. Et donc, du coup, ces trois zones-là vont jouer un rôle. Donc, il faut bien qu'on l'exploite, ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer. On va... Donc, déjà, il y a les termes qui sont sur la diagonale. Donc, les termes qui sont sur la diagonale, c'est les plus simples. C'est lesquels quand I égale J. Donc, on va écrire que c'est la somme. Donc, quand I égale J, ça me donne tout simplement S, I, E, I, I. Et ça, bah, I, il varie entre 1 et n. C'est tous les termes qui sont sur la diagonale. Donc, quand I égale 1, c'est S1, 1, E1, 1. Quand I égale 2, c'est S2, 2, E2, 2, etc. Jusqu'à, ici, SNN, ENN. Après, il y a les termes qui sont au-dessus de la diagonale. Donc, je vais écrire comme ça, en bleu. Donc, c'est une somme. Bah, toujours pareil, de S, I, J, E, I, J. Seulement, les termes qui sont au-dessus de la diagonale, vous voyez, S1, 2, c'est quand le terme de la colonne, ici 2, est strictement plus grand que l'indice de ligne. Donc, si je veux les termes qui sont au-dessus de la diagonale, c'est une somme avec deux indices, mais I, il va partir à 1, et il sera forcément plus petit que J, strictement. Et J, c'est un indice de colonne qui pourra varier jusqu'à N. Donc ça, c'est les termes qui sont sur la diagonale, c'est tous les SIJ, tels que J est strictement plus grand que I. Et après, il y a les termes qui sont sous la diagonale, bon, c'est quasiment la même chose, mais il faut juste inverser l'inégalité, donc c'est la somme de 1, J, strictement plus petit que I, inférieur ou égal à N, de S, I, J, E, I, J. Donc c'est la même chose qui est ici, sauf que cette fois-ci, c'est le cas où J est strictement plus petit. Et là, on voit bien qu'on a les trois cas, quand on voit tous les couples IJ possibles. Dans la première somme, c'est les termes quand I égale J. La deuxième somme, c'est quand J est strictement plus grand que I. Et la troisième, c'est l'inverse, quand J est strictement plus petit que I. On peut déjà remarquer que EII, c'est la matrice qui a que des zéros partout, sauf 1, 1 à la ième ligne, ième colonne. Et donc ça, c'est une matrice qui est symétrique. Déjà, c'est une bonne nouvelle parce qu'on voulait décomposer notre matrice S comme une matrice symétrique. Par contre, EIJ, si I est différent de J, et EIJ, donc EIJ si I est strictement plus petit que J, ou EIJ si J est strictement plus petit que I, c'est pas du tout symétrique. Donc il va falloir un petit peu travailler sur ces sommes-là. On n'a toujours pas exploité le fait euh, que S était symétrique. Et donc comment on va utiliser le fait que le S est symétrique? Eh ben, c'est SIJ égale SJ. Donc ce que je vous propose, c'est dans cette somme-là, c'est remplacer SIJ par SJI, parce que de toute façon, il lui est égal. Et de toute façon, il faut bien que j'utilise le fait à un moment donné que S est symétrique, sinon l'exercice n'a pas beaucoup de chances d'aboutir. Donc je peux réécrire ma somme, donc ça c'est la somme de I égale 1 à N de S, I, I, E, I, I. Donc cette deuxième somme, je ne vais pas y toucher, c'est la somme de 1 inférieur ou égal à I, strictement plus petit que J, inférieur ou égal à N de S, I, J, E, I, J. Et donc la deuxième somme, eh bien, je vais dire que ce SIJ, c'est SJI. Ça sera la somme, alors toujours sur les mêmes indices, je ne change pas les indices pour l'instant. S, J, I, E, I, J. Ok, mais là le problème, bon, c'est que j'ai du SJI euh, avec J qui est strictement plus petit que I. Et on voit que ça ressemble quand même ici. Le SIJ, il est là avec I strictement plus petit que J. Et là, j'ai SJI, mais avec J qui est strictement plus petit que I. Donc dans ces deux sommes, dans ces deux termes, SJI et SIJ, en fait, à chaque fois, le premier indice est toujours plus petit que le deuxième. Sauf que dans la première somme, c'est I le plus petit. Et la deuxième somme, c'est le plus petit, c'est J. Mais rappelez-vous que les indices sont muets.
Donc ici, le nom que je donne à J et à I est totalement arbitraire. Je pourrais faire un changement d'indice, et ce J-là dans la deuxième somme, la troisième somme, parce que ça c'est la troisième somme, je peux l'appeler I, et le I qui est là, je peux l'appeler J en permutant. Donc c'est ce que je vais faire dans la troisième somme, je vais permuter I et J. Donc ça, je peux dire que c'est donc la somme de I égale 1 à N, de S, I, I, E, I, I, plus, donc la deuxième somme, je ne touche pas, c'est la somme pour I strictement plus petit que J, plus petit que N, de S, I, J, E, I, J, plus, et donc là, je remplace I par J et J par I partout, j'ai le droit, ce sont des indices muets, ça donnera I strictement plus petit que J, plus petit que N, S, donc je permets I et J, I, J, E, J. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant, ici, ma deuxième somme et ma troisième somme, eh ben, elles somment sur les mêmes indices. Elles somment sur tous les couples IJ avec I strictement plus petit que J. Autrement dit, je peux regrouper par linéarité de la somme. Donc la première somme, elle, par contre, elle est bien. Donc c'est une somme de I égale 1 à N de S, I, I, E, I, I, plus. Et donc, comme je peux regrouper ma somme par linéarité de la somme, ça sera la somme sur 1 plus petit que I, plus petit que J, plus petit que N, 2. Et quand je vais le regrouper, je peux factoriser directement par SIJ. Donc, ce sera SIJ, facteur de EIJ, plus EJ. Et là, je m'aperçois d'une chose intéressante. Alors, il y a un truc que j'avais déjà remarqué, c'est que ça, c'est déjà une matrice, c'est toujours une matrice symétrique, je l'avais déjà remarqué avant. Mais si on aura des EIJ plus EJI, ça aussi c'est une matrice symétrique. Elle a que des zéros, sauf 1, 1 à la ligne I colonne J et 1, 1 à la ligne J colonne I. Donc les deux 1 qui aura dans cette matrice-là seront bien symétriques. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai décomposé ma matrice S comme une combinaison linéaire de matrices symétriques. Donc, il va falloir qu'on l'écrive. Donc, si on pose la famille qu'on a trouvée, appelons-la B, on espère que ce soit une base. Donc, mes premiers vecteurs étaient de la forme EI. Donc, dans ma famille, il y a tous les vecteurs de la forme EI, entre 1 et N. Et puis, il y en a d'autres. Il y a tous les EIJ quand I est strictement plus petit que J, plus petit que N. Donc là, si je pose cette famille, alors je vais mettre posons, je pose cette famille B, et bah du coup, si je reviens à la page d'avant, j'ai démontré que ma matrice S s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de B. Les EII d'une part, et le EIJ plus EJI, avec I strictement plus petit que J d'autre part. Donc ici, on a montré, bref, comme ça, on a montré que S appartient, on l'a écrit comme une combinaison linéaire de B, donc S appartient à un vecteur de B. Et comme on a démontré ça pour toute matrice symétrique, on a utilisé le fait que S était symétrique à un moment donné, hein, pour dire que SIJ égale SJI. Donc on a démontré que l'ensemble de toutes les matrices de Sn de K, j'ai bien pris Sn de K avant, oui, Sn de K, est inclus dans vecteur de B. Mais si je remarque bien, B, elle est incluse dans Sn de K. En effet, les matrices qui sont dans B sont toutes symétriques. Les EI sont bien des matrices symétriques. Ah oui, et là, c'est pas EIJ du coup. C'est EIJ plus EJI. Pardon. Il y avait un EIJ plus EJI. Et donc, c'est cette famille-là, pour I strictement plus petit que J, plus petit que N. Voilà, comme ça, c'est plus correct. Et donc, B est inclus dans Sn de K, mais donc, du coup, vecteur de B, et ben, étant donné que Sn de K est un sous-espace vectoriel, je fais des combinaisons linéaires de matrices B qui sont dans Sn de K, je vais rester dans Sn de K. Donc ça, c'est l'inclusion facile.
Et donc, si je regarde ces deux inclusions, j'ai donc démontré que Sn de k égale vecte de B. Autrement dit, j'ai montré que B est une famille génératrice de Sn de k. Alors, c'est bien d'avoir des familles génératrices, mais ce serait mieux que ce soit une base. Donc, a priori, on ne sait pas, donc il va falloir démontrer qu'elle est libre. Et donc, eh ben, on va démontrer qu'elle est libre. Comment on démontre qu'une famille est libre? En prenant des coefficients et en supposant que la combinaison linéaire est nulle. Alors ici, le problème c'est que ma base elle est en deux parties. Il y a toute la famille des EI plus la famille des EIJ plus EJ. Donc je vais prendre des scalaires qui vont aller devant les EI, je peux les appeler lambda I. Puis je vais prendre des scalaires qui vont aller devant les EIJ plus EJI, je peux les appeler lambda IJ. Oui, alors non, si j'appelle lambda I, ceux-là je vais les appeler les mu pour changer de lettre. Donc fixons des scalaires. Donc d'abord je prends des lambda I, donc entre 1 et n. Donc ça c'est des scalaires appartenant à k puissance n. Puis après, il faut que je prenne tous les mu ij. Donc c'est des scalaires pour i strictement plus petit que j, plus petit que n, appartenant à k. Bon là, il faudrait réfléchir à combien, k combien. Donc il faut se demander combien il y a de couples i strictement plus petit que j. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on ne sait pas. On va l'appeler k puissance r. On y réfléchira après à combien on en a pris. Pour l'instant, c'est pas très important pour notre raisonnement. Donc on a pris les scalaires et on suppose que la combinaison linéaire est nulle. Donc supposons que la combinaison linéaire des lambda i EII plus. Donc ça, c'est la première famille de vecteurs. Et après, il faut que je mette l'autre. Donc c'est les mu IJ, EIJ plus EJI. Et donc ça, c'est une famille et je somme sur i strictement plus petit que j inférieur ou égal à n égale la matrice. Et mon but, c'est de démontrer que tous les lambda i sont nuls. Bon, bah allons-y. Donc j'ai la somme de i égale à n de lambda i EII. Et puis, vous voyez, la deuxième somme, en fait, bah, je peux développer déjà le mu ij, et puis je peux séparer la somme, plus la somme de mu ij, e, ij, plus la somme de mu ij, ji. Donc la première somme, c'est quand i est strictement plus petit que j, et la deuxième somme, c'est... Et la deuxième somme aussi. Alors ici, je ne mets pas inférieur ou égal à n est plus grand que 1, hein, c'est sous-entendu. Mais si vous y tenez absolument, mettez-le. Mais je pense qu'à ce moment-là de l'exercice, on a compris où vivait J et où vivait I. Voilà. Et là, ce que je peux... Ah oui, et tout ça, c'est égal à la matrice nulle. Et là, ce que je peux faire, et j'ai bientôt fini, c'est que ici, j'ai la somme de I à 1n de lambda I de I, plus cette première somme pour I strictement plus petit que J de mu I, J, E, I, J. Mais ce que je peux faire là, c'est permuter les indices, encore une fois, et dire que ça, c'est la somme de E, I. Donc, ce que j'ai appelé I, je l'appelle J, ce que j'ai appelé I, J, je l'appelle I, donc j'inverse les indices. J, j'ai encore le droit, encore une fois, les indices sont muets. Et cette fois-ci, J, qui est strictement petit que I, égale 0. Mais là, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai une combinaison linéaire de toutes les matrices EIJ. Donc là, c'est pour I égale J. Là, c'est pour I strictement plus petit que J. Et là, c'est pour I plus grand que J égale à 0. Mais on sait que toute la famille de tous les EIJ, quand I est entre 1 et n et J est entre 1 et n, on sait que c'est une famille libre parce que c'est la base canonique. On va peut-être l'écrire. Or, la famille des EIJ, la famille de toutes ces matrices-là, est libre.
c'est la base canonique. Canonique de Mn de K. Et donc, si j'ai une combinaison linéaire de tous ces scalaires, de toutes ces matrices-là, qui est égale à 0, c'est que forcément tous les scalaires sont nuls. Donc, quel que soit i entre 1 et n, lambda i égale 0, et le mu j aussi égal à 0. Alors là, c'est pour tout i, c'est quel que soit i et j entre 1 et n. Là, cette fois-ci, il y a une condition avec i strictement plus petit que j. On a mu ij qui est égal à 0. C'est les termes qui sont dans la deuxième. Donc les lambda i sont dans la première somme, les mu ij sont dans la deuxième somme avec i strictement plus petit que j. Et là, c'est mu ji avec j strictement plus petit que i, mais en fait, c'est les mêmes coefficients qui sont là. C'est les indices qui sont permutés. Et donc, tous les scalaires sont nuls dans la combinaison linéaire des vecteurs de B. Ce qui démontre que B est libre. Ok. B est libre. C'est une famille. On a donc démontré que B est une famille libre, mais comme on avait déjà démontré que c'était une famille génératrice de Sn de K, on a donc démontré que B est une base de Sn de K. Et donc, si on veut la dimension de Sn de K, c'est donc le cardinal de B. Alors maintenant, il faut que je compte combien il y a d'éléments dans B. Alors, il faut que je rate B. B, c'était d'une part toute la famille des E, I, I, pour I entre 1 et N, donc il y en a N, des matrices comme ça. Et ensuite, E, I, J plus E, J, I, quand I est strictement plus petit que J. Donc en fait, il y a autant de matrices comme ça que de couples I strictement plus petit que, de couples IJ avec I strictement plus petit que J. Donc c'est plus le cardinal de tous les couples IJ entre 1 et N, tel que I est strictement plus petit que J. Donc ça me donne un ensemble. Et il faut que je prenne le cardinal de cet ensemble-là. Seulement, ici, il me faut deux éléments différents entre 1 et N. Donc il y en a deux parmi N. Si je prends tous les ensembles à deux éléments, donc dans un N, je sais qu'il y en a deux parmi N. Et si j'ai un ensemble à deux éléments différents, ils sont forcément différents, sinon c'est pas un ensemble à deux éléments, bah, le plus petit je peux l'appeler I et le plus grand je peux l'appeler J. Donc en fait, des couples comme ça, en fait, alors ça c'est un ensemble, c'est le cardinal de cet ensemble-là. Bah, du coup, il y en a deux parmi N. C'est N plus 2 parmi N. Je reprends l'explication parce que c'est pas si évident que ça. 2 parmi N, c'est l'ensemble des parties de 1N à deux éléments. Mais ici, je cherche exactement des ensembles à deux éléments. Parce que si j'ai un ensemble à deux éléments, appelons-le A, B, A est forcément différent de B. Et j'appelle I le plus petit entre A et B, et J le plus grand entre A et B. Ça me fait mon couple IJ avec I strictement plus petit que J. Donc j'ai autant de couples IJ avec I strictement plus petit que J que d'ensemble à deux éléments dans un N. Et ce nombre-là, c'est 2 parmi N. Bon, l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai ça c'est N, plus 2 parmi N, je sais le calculer, c'est N, facteur de N-1 sur 2. Bon, et là, il ne me reste plus qu'à remettre au même dénominateur. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Euh, donc ça me fait 2N plus N, facteur de N, moins 1, le tout sur 2. Et bah, là, je peux factoriser par N. Ça fait N facteur de N-1 plus 2, le tout sur 2. Et au final, ça nous fait bien N plus 1 sur 2. Voilà, donc on a fini notre exercice. On a trouvé une base de Sn de K. Et puisqu'on a trouvé cette base de Sn de K, en comptant le nombre d'éléments, on a trouvé la dimension. La dimension de Sn de K, c'est N facteur de N plus 1.
Donc voilà qui achève notre deuxième vidéo sur la dimension des matrices symétriques et antisymétriques. Et on se retrouve pour une troisième et dernière vidéo qui sera consacrée à l'espace vectoriel des matrices antisymétriques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et donc je vous dis à bientôt pour la suite.